La question de savoir qui dirige réellement le Cameroun aujourd'hui n'est pas une question simple, et elle dépasse la seule dimension officielle, car le pays, comme beaucoup d'États à longue gouvernance centralisée, fonctionne à plusieurs niveaux de pouvoir, visibles et invisibles. Et pour comprendre la réalité du pouvoir au Cameroun, il faut d'abord accepter que la figure emblématique, Paul Biya, n'est pas seulement un président formel, mais le pivot d'un système complexe, où les institutions, les partis, les élites régionales, les forces économiques et les alliances informelles se combinent pour produire la réalité politique. Et cette réalité dépasse largement la fonction présidentielle, car le pouvoir ne se limite pas à la personne au sommet. Il se distribue, se partage, se négocie et se sécurise à travers un réseau d'acteurs qui ont chacun des marges d'influence, des responsabilités et des intérêts. Et comprendre qui dirige aujourd'hui implique d'observer ce réseau sous différents angles. D'abord, l'angle institutionnel, où l'on retrouve les structures classiques de l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les ministères, les institutions de sécurité. Et ces structures, bien que théoriquement dotées de pouvoirs propres, fonctionnent en réalité sous une logique de centralisation, où les décisions majeures sont validées, influencées ou filtrées par le sommet. Et c'est précisément cette centralisation qui rend l'autorité de Paul Biya si déterminante. Mais elle n'explique pas tout. Car à côté de l'institutionnel, existe un réseau informel, constitué des élites économiques, des notables régionaux, des responsables du parti au pouvoir, le RDPC, des chefs traditionnels, des acteurs de la société civile, qui collaborent ou coexistent avec le régime. Et de cette combinaison naît une capacité de contrôle qui dépasse ce que les apparences laissent croire. Et c'est là que la distinction entre pouvoir officiel et pouvoir réel devient essentielle. Car certains ministres ou députés peuvent avoir des titres et des responsabilités, mais leur influence réelle dépend de leur alignement avec le système central, de leur capacité à naviguer dans les alliances internes et de leur loyauté envers les acteurs clés. Et cette dynamique crée une structure pyramidale, dans laquelle le sommet fixe les grandes lignes et les relais locaux, régionaux ou sectoriels assurent l'exécution. Mais en parallèle, certains acteurs informels, parfois méconnus, parfois invisibles, peuvent peser de manière significative sur les décisions, orienter les priorités et influencer les arbitrages. Et c'est justement ce mélange de visible et d'invisible, de formel et d'informel, qui définit qui dirige réellement. Car la direction effective ne se mesure pas seulement à la capacité de signer des décrets ou d'occuper un fauteuil présidentiel. Elle se mesure à la capacité d'imposer un agenda, de contrôler l'information, de gérer les ambitions internes, de sécuriser la loyauté des acteurs clés et de maintenir la stabilité du système face aux pressions sociales, économiques et politiques. Et dans ce contexte, il est évident que Paul Biya reste la figure centrale, mais il n'agit pas seul. Il s'appuie sur un réseau de conseillers, de proches, d'intérêts économiques et politiques qui l'épaulent, le renseignent et parfois orientent ses décisions. Et cette interconnexion entre acteurs formels et informels produit ce que l'on pourrait appeler un pouvoir collectif, structuré autour du président, mais capable d'absorber les tensions et de préserver la continuité. Et cette lecture permet aussi de comprendre la place de l'opposition, des acteurs comme Maurice Kamto et d'autres figures politiques émergentes, car ils peuvent influencer certains débats, attirer l'attention médiatique, mobiliser des électeurs et créer des espaces de contestation. Mais leur capacité à diriger est limitée par la centralisation du système et la solidité du réseau d'influence autour du président. Et cette solidité repose sur plusieurs piliers. Le premier étant le contrôle des forces de sécurité et des services de renseignement, capables de garantir la stabilité interne et de prévenir les contestations. Le deuxième étant le contrôle des institutions clés, qui permet de structurer l'action politique et économique en fonction des priorités du sommet. Le troisième étant le contrôle des partis et des alliances politiques, le RDPC, qui agit comme un instrument de mobilisation, de légitimation et d'exécution des directives. Et le quatrième, mais non le moindre, étant le contrôle des flux d'informations, des médias, de la communication et des narratifs. Car en politique, ce qui est perçu comme réel est souvent plus important que la réalité elle-même. Et en combinant ces quatre piliers, le président et son réseau s'assurent d'une capacité de direction effective qui dépasse ce que le seul observateur institutionnel pourrait mesurer. Et c'est dans cette compréhension que la question de la direction réelle du Cameroun prend tout son sens, car elle ne se résume pas à un nom ou à un titre,
elle implique la maîtrise d'un système complexe, la capacité à coordonner les acteurs, à anticiper les crises, à maintenir les équilibres régionaux et ethniques, à gérer les ambitions internes et à naviguer dans les pressions externes. Et cette complexité rend la lecture simple impossible, car la direction du Cameroun aujourd'hui est le résultat d'une combinaison de leadership personnel, de structures institutionnelles, d'influences informelles et de stratégies collectives. Et c'est exactement cette combinaison qui explique pourquoi le pays peut paraître stable en surface tout en étant traversé par des tensions et des enjeux qui, s'ils étaient mal gérés, pourraient modifier radicalement la configuration du pouvoir. Et cette lecture montre aussi que comprendre qui dirige réellement n'est pas une question de nom ou de titre, mais une question d'influence, de contrôle des mécanismes clés et de capacité à orienter le cours des événements. Et dans cette optique, le Cameroun est dirigé par un ensemble complexe, où Paul Biya reste le pivot central, mais où de nombreux acteurs secondaires, conseillers, élites et relais jouent un rôle déterminant dans la définition des priorités, la gestion des crises et la pérennisation du système. Et cette dynamique multiple, à la fois visible et invisible, formelle et informelle, qui définit la nature du pouvoir aujourd'hui, ses forces, ses fragilités et ses modalités. Et c'est précisément cette compréhension qui rend l'analyse politique du Cameroun fascinante, car elle montre que le pouvoir ne réside jamais uniquement dans la fonction officielle, mais dans la capacité à orchestrer, à coordonner, à anticiper et à sécuriser l'ensemble du système autour d'un objectif central. Et dans ce cadre, celui qui dirige réellement le Cameroun aujourd'hui est à la fois identifiable et insaisissable, car il s'agit d'un équilibre entre figures centrales, réseaux d'influence, structures institutionnelles et dynamiques informelles. Un équilibre fragile mais maîtrisé qui explique la continuité du pouvoir malgré les pressions internes et externes et qui fait du Cameroun un exemple fascinant de gouvernance où le visible et l'invisible se combinent pour produire la réalité politique telle qu'elle est perçue et vécue par le pays et par le monde.